Madame, Monsieur, bonsoir et merci de regarder Ligne de Mire, votre émission d'analyse de thématiques politiques, sociales, économiques et même sportives sur Télé Africa. C'est le 17 août prochain que le Gabon va célébrer le 60e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Ce sera l'occasion pour le gouvernement de la République, sous l'impulsion d'Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État, de revisiter les 60 dernières années de notre pays dans les différents secteurs d'activité. Le président Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature, qui a tenu à rappeler le 4 août dernier, lors du Conseil supérieur de la magistrature, de voir une offre de justice améliorée dans notre pays, de voir tous les justiciables être sur le même pied d'égalité, de consolider l'état de droit, mais également de lutter efficacement contre la corruption, l'une des plaies qui gangrène l'économie gabonaise et qui affaiblit ou qui freine son processus de développement. Pour aborder ces différentes thématiques, je reçois sur le plateau Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique populaire. Pascal Nkoulou, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté l'invitation de Télé Africa. Plaisir. Et on aura également dans cette émission, via un insert téléphonique, donc par téléphone, Jonathan Tuntum Ngom, ancien ministre et également géopolitologue. Il est universitaire. Il prendra également une part à cette émission. Pascal Nkoulou, vous le savez, je l'ai dit d'ailleurs il y a quelques secondes seulement, le président de la République, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature, Ali Bongo Ondimba a donc présidé les travaux du dernier Conseil de la magistrature. C'était l'occasion pour le président de la République de féliciter tous les membres de ce Conseil, mais également tout l'appareil judiciaire pour sa formidable mobilisation et la continuité du service public dans le domaine de la justice en cette période de crise sanitaire. Le chef de l'État qui a également souhaité qu'il y ait une amélioration de l'offre de justice, que cette césure qui existe entre le justiciable et l'appareil judiciaire et ceux qui incarnent donc la justice, cette césure-là disparaisse, que les citoyens, même lambda, aient confiance en leur justice. Alors avant d'aborder la thématique relative à la consolidation de l'état de droit dans notre pays, de revenir sur l'efficacité des différents instruments dont dispose le gouvernement pour lutter efficacement contre la corruption et de nous projeter sur ce que pourrait être l'apport de la justice dans le processus de développement de notre pays 60 ans après les indépendances. Revenons sur les généralités. Ali Bongo Ondimba souhaite donc que la fracture qui existe actuellement ou la défiance qu'il y a entre le citoyen lambda et l'appareil judiciaire disparaisse. Comment vous analysez? Il faut dire que le principe de toute république, c'est la séparation des pouvoirs. Et vous connaissez que parmi les trois principaux pouvoirs qu'il y a le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire est un pan important de la vie de l'État, de la vie de l'État de droit. Et la vie de la République se construit autour des lois. Donc la République est une norme. Cette norme est un idéal qui est appelé à évoluer de manière constante pour justement répondre à l'impératif des questions urgentes, des questions du moment, mais également à l'impératif d'anticiper sur les probables situations à venir. Et il se trouve que dans ce cadre précis, le chef de l'État, au cours du dernier Conseil supérieur de la magistrature, a invité nos magistrats à fournir un peu plus d'efforts. Parce que, comme il a dit, il faut une justice équitable. Lorsqu'on a le sentiment que la justice connaît quelques accros, il est évident qu'à ce moment, l'idéal de la République prend un coup, l'idéal de démocratie prend un coup, l'idéal même des rapports citoyens entre différents compartiments de la société prend également un coup. Il faut donc que nos magistrats comprennent qu'ils ont la charge de huiler l'ensemble du système citoyen pour que, quel que soit le niveau social qui est celui d'un compatriote quelconque, il ne peut pas éprouver le sentiment d'être un sous-citoyen, certainement parce que ses droits peuvent lui être déniés en fonction des circonstances qui pourraient l'amener à être opposé à quelqu'un qui, relativement, se retrouverait être aisé. Donc pour Ali Bongo Ondimba, président de la République, en sa qualité également de président du Conseil supérieur de la magistrature, il ne faudrait plus qu'on s'inscrive dans ce qu'on constate aujourd'hui, qu'il y ait une justice des forts opposée à une justice des faibles. C'est bien ça? Bon, il faut dire que tous les citoyens sont égaux devant la loi et doivent bénéficier du même traitement.
Le principe de base, c'est que tous les citoyens sont égaux devant la loi. Le constat régulier qui se dégage à l'expérience et au vécu de notre compatriote, de notre société, de notre pays du Gabon, c'est que tout le monde ne franchit pas les portes de la prison centrale. Certains s'en trouvent être exclus ou absents du fait de leur rang social. Vous savez, aujourd'hui, que vous dérobiez une boîte de sardines sur une étable de commerce, vous êtes susceptible d'aller en prison. Ça se fait dessus, tout le monde le voit. Mais lorsque vous êtes tenu comptable d'une situation de malversation, de violation des droits ou de non-respect des droits d'un autre compatriote, pourvu et pour peu que vous soyez, comme on dit généralement, bien situé ou que vous ayez la bonne relation, ben, les procédures judiciaires s'appliqueront différemment selon que vous avez un statut social plus élevé ou moins élevé. Malheureusement, c'est une récurrente dans notre pays parce que les cas sont légion et c'est cette situation qui a conduit les Gabonais à ne plus du tout croire à la justice. Mais est-ce que justement, est-il possible, parce que le président de la République, par ailleurs on l'a dit, président du Conseil supérieur de la magistrature, Ali Bongo Ondimba, a souhaité que les magistrats soient davantage intègres, qu'ils fassent preuve donc de probité, qu'ils mettent en relief les questions légales, éthiques et la déontologie du métier qu'ils ont choisi. Mais est-il possible justement de pouvoir avoir ces magistrats-là intègres quand on sait justement que la ligne de démarcation entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire est parfois inexistante, selon certains qui estiment que le problème d'indépendance même de l'appareil judiciaire se pose avec acuité. Comment demander à des magistrats, aux hommes de loi de pouvoir être intègres quand on fait le constat que cette indépendance-là de la justice, de l'appareil judiciaire, n'est peut-être pas encore faite de façon concrète dans notre pays? Bon. Je ne voudrais pas reprendre le ministre Francis Nkeya qui disait et qui dénonçait de manière forte l'ensemble des vices de forme qui existent au sein du corps judiciaire, mais également qui faisait le constat que notre justice a des difficultés à bien fonctionner parce que simplement les magistrats eux-mêmes ont une habitude de se prêter aux mécanismes de corruption. Vous savez, lorsque la justice est corrompue, c'est le système de fonctionnement de tout le pays qui va se retrouver être handicapé. Et c'est d'autant plus important parce que, vous savez, un pays comme le Gabon, qui se veut être un pays émergent, où l'investissement doit être bien huilé, où les rapports entre les opérateurs économiques et les différents mécanismes de constitution, donc d'acquisition de marchés, doivent être suffisamment transparents. Si on y décèle des mécanismes de corruption, c'est difficile. Et c'est d'autant plus difficile qu'il revient aux magistrats de veiller à ce que chacun subisse ou vive la loi avec les taux de ce caractère que, c'est-à-dire la loi est impersonnelle, générale. Lorsqu'il y a des considérations en fonction soit des situations ou alors de la position sociale de certaines personnes, il va de sorte que c'est effectivement très délicat d'avoir à vivre un système judiciaire équitable ou juste. Donc, tout ce que l'on dénonce aujourd'hui dans le cadre du système judiciaire gabonais, c'est cette disposition des magistrats à ne pas appliquer la loi sans tenir compte des différentes propositions qu'ils peuvent être amenés à subir. Nous avons Jonathan Tuntum Ngom en ligne. Jonathan Tuntum Ngom, ancien ministre, également géopolitologue, donc universitaire. Jonathan Tuntum Ngom, le 4 août dernier, s'est tenu le Conseil supérieur de la magistrature, présidé par Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président du Conseil supérieur de la magistrature. Le président Ali Bongo Ondimba qui est revenu sur la nécessité d'avoir une justice équitable pour l'ensemble des citoyens, qui est également revenu sur la nécessité d'améliorer l'offre de justice. Jonathan Tuntum Ngom, la première question que je vais vous poser, c'est celle de savoir, est-ce que vous pensez qu'il est possible que les magistrats gabonais ou l'appareil judiciaire gabonais soit un appareil au service du plus grand nombre, en respectant évidemment les questions d'éthique et de déontologie propres à ce corps de métier-là, quand parfois on estime que la ligne de démarcation est parfois mince entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, se pose donc en filigrane la question de l'indépendance de la justice. Quelle est votre réaction?
Bon, ben, ma réaction par rapport à cette question sur le respect de la séparation des pouvoirs entre d'un côté le pouvoir exécutif et de l'autre côté le pouvoir judiciaire et le pouvoir, législatif, le tout repose sur la question de l'état de droit, qui est le principe de responsabilité qui me paraît essentiel pour prévenir les violences, les conflits et la violence à instaurer et maintenir la paix et assurer en même temps le développement inclusif. Alors, les effets néfastes du mépris pour le droit se font douloureusement ressentir partout dans le monde en général et dans les défaillances de la justice et l'impunité face aux crimes, dans les conflits alimentés par les attentes et déçus de la population et dans les régimes politiques moins démocratiques. Et ça échappe à toute responsabilité. En général, le monde, comme notre pays, a besoin de systèmes de gouvernance dans lesquels l'ensemble des députés d'obligation, des institutions et des entités publiques ou privées ont à répondre à l'observation des lois promulguées publiquement appliquées de façon identique pour tous et de manière indépendante et compatible avec les règles et normes internationales en matière de droit. Tous les pays, notamment y compris le Gabon, rencontrent des difficultés pour atteindre ces normes et il existe des écarts persistants dans l'accès à la justice, en particulier pour ceux qui sont victimes de discrimination. Et vous savez qu'il reste encore beaucoup à faire pour assurer la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Et de nombreux processus décisionnels publics demeurent opaques et non participatifs, entravant ainsi la capacité de la population à exiger et faire respecter le principe de responsabilité. Il reste encore beaucoup à faire pour garantir que les droits économiques, sociaux et culturels puissent être légalement reconnus et appliqués. La corruption est un facteur de risque clé dans tous les domaines, y compris dans les institutions du système judiciaire. Et c'est la donc de la loi. Le besoin de vigilance de Smela Ange Pambo est renforcé donc par la décision de certains États, notamment l'État gabonais, de lutter contre l'insécurité ou partant même du terrorisme par des mesures portant atteinte aux droits de l'homme et remettant donc en question les normes internationales ou les normes nationales, y compris donc l'interdiction absolue de la torture et les restrictions concernant le peine de mort. Alors, il faut aller au-delà des mécanismes judiciaires traditionnels, établissement et de la responsabilité, et de chercher à créer les conditions dans lesquelles les individus peuvent réellement établir ou remettre en question des décisions politiques qui affectent, leur vie de manière à garantir le principe de responsabilité et la bonne gouvernance. Tous les pays, et le Gabon compris, doivent donc travailler au sein d'un système pour veiller à ce que ces engagements visant à garantir le principe de responsabilité et renforcer l'état de droit soient coordonnés et soutenus de manière adéquate. Merci Jonathan Totoum. On vous retrouve tout à l'heure au fur et à mesure, évidemment, qu'on va évoluer dans l'émission, notamment quand on va ouvrir le second tiroir consacré aux différents instruments dont dispose l'État pour pouvoir lutter contre la corruption, qui est l'une des gangrènes dans notre pays. Pascal Nkoulou, Jonathan Totoum m'a posé donc de plein pied et rentré de plein pied dans la première thématique de l'émission, donc consacrée à la consolidation de l'État de droit. C'est le souhait du président de la République, Ali Bongo Ondimba, à la lumière donc de la tenue le 4 août dernier du Conseil supérieur de la magistrature. En tant qu'acteur politique, vous estimez que votre parti politique, le Bloc démocratique populaire, est en phase avec la vision d'Ali Bongo Ondimba? Parce que la nécessité de consolider l'état de droit dans notre pays, est-ce que d'abord l'état de droit au Gabon se trouve mal? Disons que l'état de droit est toujours à consolider. Il n'y a pas de mécanisme parfait au point où on ne puisse pas envisager l'améliorer. Et aujourd'hui, le Gabon est sur une pente, c'est-à-dire que nous amorçons un processus évidemment qui est irréversible vers une amélioration de l'ensemble des mécanismes qui participent au bien vivre et aux éléments qui fondent notre vivre ensemble. Donc nécessairement, on va à chaque fois revisiter les éléments qui protègent, qui encadrent, mais également qui fixent le cap. Et ce sont ces éléments-là, c'est uniquement autour des lois qui existent. Ces lois se doivent donc d'être appliquées par le corps judiciaire dans son ensemble. Mais il y a certains acteurs politiques et certains acteurs de la société civile qui estiment aujourd'hui qu'au Gabon, l'une des faiblesses peut-être de l'état de droit, c'est le fait qu'on ait une cour constitutionnelle
qui dirait peut-être le droit à géométrie variable, elle qui est la gardienne des lois et de la loi fondamentale, évidemment. Il y en a qui militent pour un retour à la Constitution de 1991. Et, par exemple, quel est votre point de vue sur cette question? Il faut justement se garder d'être juge et partie en même temps. Parce que vous savez, le premier problème de notre pays, c'est l'intrusion du politique dans les mécanismes judiciaires. Vous vous souviendrez que depuis 1990, ce sont les accords entre acteurs politiques qui ont souvent entraîné des révisions d'ordre constitutionnel. Donc ces révisions constitutionnelles, malheureusement, il faut que nous soyons comptables de nos propres égarements. Parce que le droit est une matière assez complexe. On a certes une idée de ce qu'on souhaiterait, mais il va falloir définir de manière précise l'idée, de telle sorte qu'on irait des lois d'ordre général aux lois d'ordre particulier. Or, ce n'est pas souvent évident. Vous savez, un leader politique ou un homme politique peut avoir une vision d'une situation, mais il faut définir ce que l'on entend, ce que l'on souhaite et comment est-ce que cela va s'agencer. Malheureusement, depuis 1990, partant de la conférence nationale, aux accords de Paris, aux accords d'Arambo, aux accords d'Angoundjé, on émet juste une idée globale. Et il revient aux techniciens du droit de l'affiner, malheureusement, entre ce que les acteurs politiques envisagent concrétiser et le retour qui est fait, qui se révèle être souvent beaucoup plus strict en termes de limitation, en termes de normes à respecter, à exécuter, le politique a souvent l'impression, je dis ce n'est qu'une impression, qu'il fait face à une sorte de restriction de ses droits publics ou politiques. Malheureusement, il n'en est rien. Je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on considère le Gabon en rapport avec d'autres pays d'Afrique centrale, notamment des pays francophones, on va se rendre compte que le dispositif judiciaire au Gabon est un dispositif qui est à la pointe, qui aujourd'hui permet de répondre à beaucoup de questions, à beaucoup de situations et de donner une satisfaction de manière à ce que l'ensemble des acteurs, quand je parle des acteurs, je parle de tous les citoyens qui participent de la vie de la nation, se retrouvent plus ou moins à partir des éléments qui existent aujourd'hui. Or, ce que l'on peut être amené à dénoncer, c'est le comportement isolé de certains magistrats qui agissent en dehors des textes qui existent. Ça, c'est une autre chose. En parlant d'état de droit, on parle également évidemment de l'état de la démocratie au Gabon. Une démocratie que certains jugent aux normes ou qui est en train de façon progressive prendre corps avec tous les instruments dont le pays dispose pour faire respecter cette démocratie. On a dit il y a l'architecture institutionnelle, il y a par exemple le Conseil national de la démocratie qui existe, il y a l'expression libre des partis politiques, de la majorité, de l'opposition, il y a des questions liées à la gouvernance, tout ça pour rester dans le bloc lié à la consolidation de l'état de droit. Pascal Nkoulou, pourtant, il y a quand même certains qui estiment, même si on a dépénalisé le délit de presse, même si, semble-t-il, il n'y aurait pas d'acteurs politiques emprisonnés, donc des acteurs politiques qui sont en prison du fait de leur appartenance, de leur positionnement sur l'échiquier politique. Certains, aujourd'hui, quand même, estiment qu'il y a des acteurs politiques, notamment de l'opposition, qui sont dans les geôles après la présidentielle de 2016. Et vous les connaissez, c'est Bertrand Zibi, c'est Pascal Oyougou et d'autres qui seraient pour les acteurs de l'opposition emprisonnés du fait de leurs opinions. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Le principe, je vais souvent le répéter au cours de cette émission, le principe dans la vie d'une république, c'est de savoir que tout ce qu'on fait est normé. Vos libertés ne freinent pas les miennes ne freinent pas non plus les vôtres. Il faut que les uns et les autres se fassent à l'idée générale de ce qu'est la loi. La loi nous couvre tous. La loi nous limite tous. Malheureusement, il arrive souvent, et c'est selon le cas dans notre pays, que l'on ne tienne pas compte de la nécessité de tenir en exergue les responsabilités citoyennes. Parce qu'aujourd'hui, lorsque les gens disent que le Gabon, il y a une absence de liberté publique, je dis, il faut que la liberté publique doit être encadrée. Vous ne pouvez pas organiser un meeting comme cela vous arrange. Il faut tenir compte des autres situations qui engagent d'autres citoyens qui ne sont pas forcément intéressés ou alliés à ce que vous allez faire. Donc, la loi permet à ce moment de voir l'opportunité ou pas
que votre meeting ait lieu à tel ou à tel autre endroit. C'est du ressort. Mais la loi, justement, comme vous l'aviez dit, la loi, elle est impersonnelle, elle est applicable à tous, mais le constat qui est également fait par vos adversaires politiques notamment, ou les acteurs de la société civile, dite radicale, c'est celle d'une... comment dire ça, d'une loi qui est appliquée à géométrie variable, en ce sens que il est plus difficile à des acteurs des partis politiques de l'opposition, dites radicales, de pouvoir exercer librement leur droit d'organiser, par exemple, des marches pacifiques qu'au PDG, à ses alliés, par exemple. Quelle est votre réaction? Je pense qu'il ne faut pas que l'on joue ou que l'on se laisse aller à la victimisation. C'est peut-être une règle normale en politique, mais que lorsqu'on est dans le plan du droit, c'est faire une erreur grave au respect des textes qui existent. Je pense que le Gabon, si l'opposition existe, si les leaders politiques de l'opposition ont mené toutes les batailles qu'ils ont pu engager aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un fonds. Ce fonds leur permet d'agir. Ce même fonds permet aux leaders de la majorité d'agir. Simplement, il se trouve que pour les uns, c'est peut-être un peu plus facile, pour les autres, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais dans le fond, il n'y a pas de limitation directe qui partent du droit. Je le dis, c'est des interprétations individuelles, c'est comme qui dirait, c'est des coups du sort sur le jeu politique en fait. Mais le droit lui-même est accessible à tout le monde. Si vous avez une organisation telle qu'elle soit, que vous voulez organiser, il faut vous adresser au ministère. Et ensuite, quand on regarde de manière générale, toutes les batailles juridico-politiques ou politico-juridiques qui ont été menées par les acteurs politiques de l'opposition, la loi a fini, lorsque cette loi, lorsqu'ils ont respecté l'ensemble des dispositions, finit par leur donner raison. Ça a été le cas dans plusieurs autres situations qu'on citerait ici. Que ce soit les acteurs de la société civile, chaque fois qu'ils ont eu à saisir en fonction des dispositifs régulés qui existent, pas sur une volonté de faire dans le buzz politique ou dans le buzz médiatique, mais la loi a fini toujours par leur donner raison. Je ne sais pas combien de fois la Cour constitutionnelle a dû annuler un certain nombre de textes parce qu'elle avait été saisie par un acteur politique, par des acteurs de la société civile. Donc, je crois qu'il y a une évolution. Et puis, bon, vous savez, M. Pambou, c'est normal que les gens de l'opposition soient toujours fait croire que le dispositif juridique qui existe, le dispositif de loi qui existe actuellement ne leur permet pas de faire tout ce qu'ils souhaiteraient. Moi, je voudrais seulement qu'ils soient plus précis en disant « nous voulons faire telle chose, les dispositifs qui existent aujourd'hui nous interdisent de le faire ». Je crois qu'il n'y a rien en la matière. Il y a simplement une approche particulière de certaines situations qui fait qu'à l'examen des mesures de prudence que les uns les autres devraient observer, certains font un peu plus dans le zèle que d'autres, c'est tout. Par quoi devrait passer cette consolidation, ce processus de consolidation de l'état de droit au Gabon? Le processus de consolidation de l'état de droit passe uniquement par une seule chose, c'est l'appropriation par le citoyen des éléments de droit qui lui permettent de mettre en vigueur tout ce que la loi lui accorde comme élément pour se protéger, pour revendiquer, pour réclamer et pour faire avancer le droit de manière générale. Lorsque le citoyen se sera approprié tout ce qui existe, je pense que nous aurons à ce moment-là la possibilité de voir une nation beaucoup plus attractive sur le plan du droit, simplement. Aujourd'hui, je crois que nos compatriotes ne s'intéressent pas véritablement aux différentes lois qui encadrent leur vie dans la société. Ils n'y vont que lorsque des circonstances particulières les y obligent. Il faudrait que vous soyez confronté à une situation de litige sur le foncier pour vous rendre compte qu'est-ce que la loi sur le foncier dit. Il faudrait que vous soyez confronté à une situation de cambriolage pour vous intéresser à ce que la loi sur ce type de situation dit. Donc, mais je pense que de plus en plus, on va vivre 60 ans d'existence, dès qu'on va avoir une génération d'hommes, donc de citoyens, qui est au fait de sa citoyenneté. Être au fait de sa citoyenneté, c'est effectivement vivre l'ensemble des mécanismes qui meublent votre existence au quotidien. Or, ces mécanismes, en premier, ce sont tout de même les batteries de tout ce qu'il y a comme cadre juridique fixant vos droits en tant que citoyen.
Alors, Pascal Nkoulou, on sait évidemment qu'il y a un ensemble de paramètres qui doivent nécessairement être mis en relief pour pouvoir consolider davantage cet état de droit dans notre pays. À la lumière des conclusions ou du communiqué final du dernier Conseil supérieur de la magistrature, il y a eu cette nécessité évidemment de mettre le curseur également sur les conditions de travail des magistrats, sur l'offre de formation aussi, avant de parler d'offre de l'amélioration de l'offre de justice, il y a également la formation de magistrats, leurs conditions de travail. Quelle appréciation faites-vous justement par rapport à cette réalité-là? Peut-on penser avoir un état de droit consolidé quand ceux qui sont censés incarner cette justice-là se retrouvent parfois dans une situation de précarité, dans des conditions de travail très déplorables? Je l'ai dit, quand la fracture entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire est quasiment inexistante. Bon, il faut déjà faire avec l'existant, parce que vouloir améliorer, c'est à partir de l'existant. Est-ce que le cadre de travail aujourd'hui réduit la capacité des magistrats à rendre plus céléristes les procédures judiciaires? On peut dire oui et non. Oui et non, parce que, effectivement, le volume de travail qui est le leur peut être compris comme étant un handicap à produire dans un espace réduit. Bon, et à contrario, est-ce que les magistrats n'alourdissent pas eux-mêmes les procédures judiciaires? Parce que tout le monde sait que dans notre pays, les procédures sont excessivement longues. Les procédures sont difficiles à cerner. Et ensuite, les magistrats... Difficiles à cerner pour les profanes. Mais vous estimez qu'il faut qu'il y ait une refonte à ce niveau-là des textes pour pouvoir alléger ces procédures dont vous faites allusion? Les textes existent, c'est les procédures qui sont longues. Elles sont longues pourquoi? Parce que les magistrats, généralement, choisissent d'avoir se sont donné un rythme de travail qui alourdit les procédures judiciaires. Vous savez, aujourd'hui, on va vous mettre en détention provisoire pour une période qui excède la peine régulière que vous auriez encourue si votre procès avait eu lieu dans un délai relativement court. Voilà ce qui fait en sorte que les magistrats se retrouvent avec beaucoup de dossiers. On a un certain nombre d'opérations qui ont été menées tambour battant, où il y a eu beaucoup de rafles, mais parce que les éléments d'appréciation, soit ne sont pas portés à temps auprès des magistrats, ou alors les magistrats diffèrent les enquêtes parce que, ayant traîné sur d'autres dossiers, ce qui fait que le volume de travail s'est alourdi. Effectivement, aujourd'hui, il faut améliorer le cadre de travail des magistrats. Mais il leur revient également de faire preuve de beaucoup plus de professionnalisme et d'éthique pour apprécier la situation au fur et à mesure qu'elles arrivent, pour ne pas avoir accumulé un volume de travail qui naturellement finit par donner l'impression que la situation est débordante. Parce que dans notre pays, selon vous, quel peut être le rythme d'interpellation? Quel peut être le rythme de mise en accusation? Il est relativement très faible. Sur une population de moins de 2 millions d'habitants, vous n'avez pas une population carcérale aussi importante. Donc, je crois qu'il faut simplement regarder le ratio qu'il y a entre le nombre de magistrats et surtout, et c'est peut-être à ce niveau qu'il peut y avoir une difficulté majeure, c'est les différents, je dois dire, les différents thèmes ou les différents aspects en termes de crimes spécialisés ou crimes particuliers qu'il y a, et donc les difficultés à définir le délit. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on hésitait entre un crime de sang et un crime rituel. Le crime rituel n'existe pas dans le code pénal. Donc c'est difficile d'avoir à juger d'une situation comme celle-là. C'est comme les crimes économiques, il faut les définir, les articuler pour que leur application soit d'autant plus aisée parce qu'il y a une possibilité de se référer à des textes juridiques qui existent. Donc je crois que c'est peut-être à ce niveau de définition ou d'appréciation de tel ou tel autre type de délit qui pourrait amener les magistrats à avoir un volume de travail plus élevé. Mais sinon, la plupart des crimes qui existent aujourd'hui, en dehors des crimes économiques et des crimes que tout le monde décrit, ce sont ceux relatifs au détournement de fonds, ce sont des crimes de droit commun, des injures, des petits crimes de passion, etc. Mais bon, cela, il n'y a aucune raison pour que les dossiers traînent, telle sorte que vous avez des gens sur une période de 8, 7, 8 mois, passent en détention provisoire, et puis lorsqu'ils passent au tribunal, on se rend compte qu'il a mis plus de temps qu'il n'aurait dû, simplement parce que... Et
comme un peu la ministre de la Justice l'a dit, il faut également regarder aux peines alternatives parce que toutes les situations en termes de délit ne renvoient pas forcément à des peines d'emprisonnement. Là aussi, c'est une voie qui pourrait permettre d'améliorer la célérité avec laquelle les procédures judiciaires peuvent se faire chez nous au Gabon. Alors, Pascal Nkoulou, là où la justice gabonaise est aussi attendue, et peut-être très attendue, c'est dans le domaine de la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite. Évidemment, on a dit c'est une gangrène, c'est une réalité connue dans notre pays depuis plusieurs décennies, évidemment. Vous l'aviez dit, on va célébrer les 60 ans de l'indépendance du Gabon le 17 août prochain, et ce sera l'occasion, évidemment, de révisiter les 6 dernières décennies, notamment dans ce secteur lié à la justice. Je parle donc de la lutte contre la corruption. Le Gabon, aujourd'hui, dispose d'un ensemble d'instruments, de mécanismes mis en relief pour pouvoir lutter contre cette gangrène-là qui fait mal à l'économie gabonaise et qui freine considérablement son processus de développement. Selon vous, quels sont aujourd'hui les avantages, les faiblesses de ces différents instruments-là? Je veux parler du ministère de la lutte contre la corruption, l'évaluation des politiques publiques, la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, la Cour des comptes, évidemment. Ce sont des instruments qui existent aujourd'hui. La lutte contre la corruption. L'appareillage existe, mais bon, on a l'impression que c'est juste pour faire de la déco et que c'est peut-être aussi mis pour donner un sentiment aux institutions internationales que des dispositions sont prises pour régler à la base l'un des problèmes les plus importants de notre pays, c'est-à-dire la mauvaise gestion des deniers publics. Notre pays, depuis les années 70, parce qu'il faut quand même rester juste dans ce que nous sommes à même de donner comme jugement, en considérant que les années Léomba étaient tout de même des années d'extrême rigueur. J'ai une histoire qui est souvent racontée, qui m'a été racontée plutôt par un ami qui disait que Léomba avait fait au cours d'un conseil des ministres, invité un ministre à démissionner parce qu'il s'était amusé à déplacer une ligne budgétaire. Il n'avait pas fait de détournement, mais il avait changé de ligne pour répondre à une situation urgente dans son ministère. La dépense globale s'élevait à 100 000. Tous les ministres ont été amenés à se cotiser au fin de rendre séance tenante les 100 000 que leurs collègues avaient sortis. Sans dénier la capacité aux pères de l'indépendance du Gabon à vouloir impulser une politique rigoureuse en matière de gestion de la chose publique. Il faut quand même ramener dans le contexte aussi. On est dans un contexte où on accède à peine à l'indépendance, où le Gabon en matière de richesse de son sol ou son sous-sol, bien de son budget n'est pas dans les mêmes conditions qu'à partir du boom pétrolier de 1973, donc les années 70. Donc, ce que je souhaitais mettre en avant, ce n'était pas tant l'importance de nos richesses ou le potentiel que nous disposons, c'est le rapport citoyen que nous avons avec la gestion des deniers publics. Lorsque ce rapport citoyen va évoluer, que M. Pambou a une charge d'État, saura que l'argent public, je ne dois pas le confondre avec ma tirelire personnelle. À ce moment, il est évident que notre pays, et ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le dispositif aura un mieux-être ou pourra connaître un mieux-être. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement pas le cas. Il faut tout de même, à l'actif du président Ali Bongo, dire que c'est depuis qu'il est en place que l'on constate que des mesures fortes ont été prises. Non, le président Ali Bongo Ondimba, c'est évidemment en tant qu'homme d'État inscrit dans la logique de la continuité de l'action publique. Sous Omar Bongo Ondimba, la création de la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, la Cour des comptes, c'est des instruments qui existaient déjà. Donc, oui, c'est pour ça que je dis que c'était un peu comme c'était positionné dans le décor. Durant les 42 ans d'Omar Bongo, personne n'est jamais allé en prison pour avoir détourné un centime des comptes publics. Personne. C'est scandaleux. Mais nous avons l'un des rares pays au monde où les principaux milliardaires, en parenthèse, sont essentiellement des fonctionnaires. Ceux qui ont bâti un investissement visible, conséquent, sont, entre parenthèses, des fonctionnaires. Il est impossible de voir un fonctionnaire ne peut pas construire une maison qui a valeur de 150 millions et avoir un parking automobile qui a une valeur pratiquement égale et qui continue d'affirmer le même train de vie. Donc aujourd'hui, ce que le président Ali Bongo
a initié au travers du dispositif qu'il a trouvé et qu'il a renforcé, c'est que de plus en plus des acteurs ou des responsables de notre administration publique, donc ceux qui sont en charge de la gestion des fonds publics, rendent des comptes lorsqu'ils se trouvent qu'il y a des constats de malversation au sein de leur administration. Pour moi, c'est une très grande avancée. C'est ce rapport qu'il faut renforcer pour que, quel que soit le poste, la fonction que vous occupez, il faut veiller à ce que les deniers publics servent à l'objectif qui leur a été fixé, c'est-à-dire améliorer le quotidien des Gabonais, essentiellement. Voilà, on va retrouver Jonathan Tuntum à nouveau en ligne donc pour sa seconde intervention liée donc à cette thématique consacrée donc à la lutte contre la corruption et la nécessité évidemment pour l'appareil judiciaire gabonais et sous l'impulsion du gouvernement et les orientations du président de la République pour que cet appareil judiciaire-là puisse mener à bien cette mission qui lui est assignée et évidemment de lutter efficacement contre la corruption. Jonathan Tuntum Ngom, alors dites-nous, quel est votre point de vue sur tous les instruments dont dispose le Gabon aujourd'hui, ce bloc judiciaire-là, pour pouvoir lutter contre l'une des principales plaies qui fait mal à l'économie nationale et qui freine le processus de développement du Gabon. Je vais parler donc de la corruption. Quel est votre point de vue sur cette problématique? Bon, sur la problématique de lutte contre la corruption, on peut dire aujourd'hui que le Gabon dispose d'un certain nombre d'instruments, notamment cet organisme de lutte contre la corruption, un ministère créé pour la bonne gouvernance et par exemple la Cour des comptes. Mais il faut reconnaître que toutes ces organisations-là, enfin tous ces organismes-là, ou bien toutes ces institutions qui ont été créées pour lutter contre la corruption dans notre pays, ont à la fois les forces et les faiblesses que nous rencontrons et au niveau de ces institutions dont dispose le gouvernement de la République en matière de lutte contre la corruption. De mon point de vue, il y a notamment au niveau des forces déjà la création de ces institutions-là et puis l'arsenal juridique et la légalité qui entoure ces institutions. Mais nous notons aussi pas mal de faiblesses, notamment le manque de visibilité et de lisibilité des décisions de ces instruments contre la corruption et contre les corrompus et contre les corrupteurs, je veux dire. Et puis, il y a le risque de vouloir s'ériger en instrument de règlement politique, de règlement de compte politique. Il y a un risque à ce niveau. Mais il serait donc souhaitable de renforcer des autorités judiciaires indépendantes, notamment des mécanismes de surveillance de l'aide juridique et des programmes de protection des témoins. Et à ce niveau, il faut poursuivre la formation des institutions judiciaires et des autorités administratives. L'État doit prendre des mesures pour garantir une plus grande transparence dans ses décisions politiques et actions, et le public devrait avoir accès aux informations nécessaires pour garantir le principe de responsabilité. Donc, je veux dire qu'il faudrait entreprendre des recherches, élaborer des politiques et mettre en place des communications stratégiques pour mieux faire comprendre l'importance de la transparence et de l'accès à l'information en tant qu'élément clé du principe de responsabilité, notamment en renforçant les capacités de ces institutions nationales et des organes de suivi chargés de faire appliquer la transparence et les normes liées à la lutte contre la corruption. Quand vous parlez de transparence, vous faites par exemple allusion à la transparence qui devrait exister dans le domaine des industries extractives. Il y a également la transparence par rapport à la gestion des fonds qui sont mis à disposition pour l'organisation d'un certain nombre d'opérations à caractère public. On est dans un contexte de crise sanitaire liée à la pandémie Covid-19. On sait que le Gabon a mis en place des fonds importants pour lutter contre cette pandémie-là, et certains acteurs de la société civile et même des partis du landerneau politique ont appelé de tous leurs voeux la mise en place des commissions d'enquête indépendantes, par exemple, et même de l'Assemblée nationale pour avoir une idée sur la traçabilité, sur la gestion de ces fonds-là. C'est ça à quoi vous faites allusion quand vous parlez de transparence? Bon, mais il faut dire aujourd'hui que le milieu économique et social au Gabon souffre donc d'un manque de transparence, par exemple, dans la gestion de certains projets aujourd'hui. Et de ce point de vue, je pense que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, avait vu juste dans la création
de certains instruments ou bien dans le renforcement et la réorganisation des institutions dont l'objectif est de lutter contre la corruption. Mais vous savez qu'aujourd'hui, nous traversons donc une période sanitaire assez difficile et où il y a eu un certain nombre de fonds, notamment engagés par l'État pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Moi, en tant qu'ancien ministre délégué à la Santé, vous comprendrez ma gêne de pouvoir parler aujourd'hui de la non-transparence à ce niveau. Nous attendons donc que les commissions parlementaires commises à ce niveau puissent livrer leurs conclusions et à ce niveau, il faut éviter d'aller très vite en besoin. Vous savez, il existe ce qu'on appelle l'existence de la présomption de l'innocence. Donc, il y a la question ou bien la notion de présomption d'innocence. Nous ne pouvons pas dire que ceux qui ont eu en charge la gestion des fonds liés à la lutte contre le Covid-19 auraient manqué de patriotisme pour pouvoir distraire ces fonds. Et il est évident qu'aujourd'hui, le Gabon est encore un des États cités en exemple dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et si nous sommes cités en exemple, ça signifie qu'il y a du sérieux dans la gestion des fonds qui ont été engagés pour cela. Maintenant, s'il y a des carences, s'il y a un déficit, eh bien, je pense que le pays, le gouvernement de la République a encouragé la création, la mise sur pied des commissions d'enquête, notamment une commission parlementaire, pour essayer de regarder la situation des fonds alloués à ce sujet. Mais ce n'est pas seulement la question de la gestion du Covid-19, mais il y a que plusieurs chantiers ne sont pas souvent allés à terme, notamment en matière de construction des établissements scolaires, notamment en matière de chantiers engagés pour refaire les universités, notamment en matière de la gestion quotidienne de la vie des Gabonais. Et tout cela connaît un certain nombre de faiblesses et je pense que les instruments utilisés par le gouvernement, notamment la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite, le ministère dédié à la lutte contre la corruption et à la bonne gouvernance, et puis la Cour des comptes, et bien d'autres instruments judiciaires devraient aujourd'hui faire preuve de leur maturité pour faire en sorte que ce que nous décrions aujourd'hui, ce que le peuple dénonce aujourd'hui, soit de l'ordre de pouvoir passer au niveau de la justice pour faire la lumière sur tout cela. Donc, je pense, à mon humble avis, que le Gabon aujourd'hui est gâté en matière d'instruments de lutte contre la corruption. Il est essentiel que les mécanismes de cette lutte contre la corruption soient mis en branle pour que finalement nous nous éloignons du spectre de la corruption qui gangrène la plupart des pays africains. Merci Jonathan Totom. On vous retrouve avant la fin de l'émission, évidemment, quand on va aborder ici et maintenant avec Pascal Nkoulou le troisième axe, ou ouvrir le troisième tiroir de notre émission, donc pour évoquer les perspectives. Selon vous, Pascal Nkoulou, président du Bloc démocratique populaire, sous quelle forme la justice gabonaise devait être davantage efficace pour participer au processus de développement de notre pays? Sous quelle forme la justice pourrait être efficace? Je crois que la justice est indispensable dans tous les secteurs. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas un élément de vie citoyenne où vous pourriez exclure le principe actif de la justice. Ce n'est pas possible. Que ce soit des initiatives, des actions du quotidien, où vous avez constaté qu'en allant acheter un produit, il est périmé, il faut que la justice vous aide à rentrer dans vos droits de consommateur. Vous avez acquis, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, un service prépayé, bon, ce n'est pas régulé, la justice doit intervenir. Votre employeur n'est pas régulé avec vous dans le traitement sur les accords qui vous lient, la justice doit intervenir. Vous êtes exclu parce que vous estimez être victime d'une discrimination quelconque pour postuler un emploi ou un concours quelconque. Bon, écoutez, la justice doit intervenir. Vous êtes acteur politique, vous estimez que
l'opposition électorale a été entachée d'irrégularité, ben, la justice doit intervenir. Donc tous les secteurs de la vie, vous êtes malade, vous ne pouvez pas accéder aux soins de santé, donc une offre conséquente en fonction de vos ressources, votre droit de citoyen à la santé, ben, la justice doit intervenir. Dans quel secteur, donc, il faut tenir compte qu'on a besoin d'avoir une justice qui permette aux citoyens d'être l'élément fort de la société. Tant qu'on aura cette structure qui ne favorise pas, qui ne permet pas l'éclosion d'une expression citoyenne plus libre et plus régulière, à ce moment, on aura des difficultés à apprécier l'efficacité de la justice dans tous les pans de la société. Vous êtes un homme d'affaires. Tout à l'heure, M. Jonathan Tuntum Ngom parlait de transparence dans la gestion des ressources, mais également de transparence dans les marchés publics, de transparence dans tous les secteurs de la vie en termes dans le cadre économique. Donc, on a besoin de justice. La justice dans notre pays et la justice de manière générale doit être l'élément incitateur à un engagement citoyen beaucoup plus avéré. Un appareil judiciaire faible, évidemment, serait considéré comme une véritable catastrophe pour le pays. On revient sur la célébration de ces 60 ans d'indépendance du Gabon et d'un certain nombre de pays dans l'espace de l'Afrique noire francophone. Il est important d'avoir des appareils judiciaires robustes, justement, pour pouvoir aider ces différents pays-là à franchir un cap, faire un bond qualitatif. Vous savez, le rapport judiciaire que nous avons entre nous, parce que le rapport judiciaire n'est pas abstrait, le rapport judiciaire a un effet empirique, un effet réel, rapide dans la vie de tout le monde. Ce rapport judiciaire ne peut pas évoluer tant que nous avons des difficultés ou tant que nous avons du mal à établir un rapport avec la nation, un rapport avec la citoyenneté, un rapport avec l'éthique de manière générale, un rapport avec la morale. Parce que quand vous prenez tous les secteurs de notre société aujourd'hui, il y a un déficit moral extrêmement important. Et tant que ce déficit moral n'aura pas été résorbé, il va être difficile d'avoir une justice qui réponde de façon efficace aux attentes des populations. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que les citoyens souhaitent? Qu'est-ce que les citoyens veulent? Ils veulent voir une république être normée, ils veulent voir une république être à l'aune de la loi, mais une loi qui assouplisse, une loi qui rende efficaces les mécanismes qui régissent les rapports entre l'État, le citoyen et entre les citoyens entre les citoyens eux-mêmes. Donc, une justice telle que nous la souhaitons aujourd'hui ne peut pas être différente du constat de la rupture d'union qu'il y a entre l'État central et les populations, entre le refus qu'ont les hommes politiques de considérer les véritables attentes des populations et toujours se laisser conduire aux engagements, donc à une lutte politique stérile. Donc il faut que les engagements des politiques rencontrent la volonté des citoyens. Il faut aujourd'hui que les gouvernants se penchent un peu plus sur la demande citoyenne, donc la demande sociale, parce que la difficulté qu'il y a à apprécier la loi de manière générale, c'est lorsque vous ne savez pas exactement ce à quoi ces lois-là servent, ou ce à quoi on vous amène à respecter une loi, et pourquoi cette loi qui vous semble injuste ne peut pas être révisée ou ne s'appliquerait qu'à vous seul. Pascal Nkoulou, vous aurez l'occasion de terminer votre propos. On va reprendre rapidement Jonathan Tuntum Ngom sur la même question, hein, celle relative donc au rôle que devrait jouer davantage l'appareil judiciaire dans le processus de développement du Gabon. Jonathan Tuntum Ngom, comment vous l'entrevoyez 60 ans après les indépendances? Quel rôle, comment la justice gabonaise, comment l'appareil judiciaire gabonais pourrait être efficace pour aider le pays à pouvoir s'inscrire résolument sur la rampe de développement? Bon, mais ce qu'il faut dire, oui, la justice dans le processus de développement du Gabon, 60 ans après l'indépendance, moi je n'aimerais pas faire une fixation sur le Gabon, mais beaucoup plus de manière globale au niveau des États africains, notamment quel est le rôle de la justice dans le processus de développement 60 ans après l'accession de ces pays à la souveraineté internationale. Mais mettons-nous d'abord d'accord avec cette définition basique sur la justice. C'est la plus parfaite des vertus et elle garantit l'ordre et l'harmonie au sein de la cité. Et de manière générale, la justice désigne la conformité avec le droit d'une part et le sentiment d'équité d'autre part. Aussi,
Le développement, de mon point de vue, ne saurait se réduire à la seule croissance économique, car il comporte également des aspects sociaux, politiques, culturels et psychologiques. Si le développement axé exclusivement sur la croissance économique était justifié il y a 30-40 ans, mais M. Pambo, il est unanimement admis aujourd'hui qu'un tel développement n'a plus de sens. Voilà, je crois que nous avons perdu Jonathan Ntungom. On l'aura peut-être avant de mettre un terme à cette émission. D'ailleurs, l'émission qui est en train d'arriver, de s'achever tout doucement. On me dira du côté de la régie si Jonathan Ntungom est à nouveau en ligne. Pascal Nkoulou, donc, vous venez d'écouter ce que Jonathan Ntungom venait de dire. On ne saurait lire le développement à l'aune du secteur économique, lire le développement d'un pays, puisque le développement, il est transversal, il est global, il encadre plusieurs domaines. Oui, voilà, on me fait signe que Jonathan Ntungom est à nouveau en ligne. Oui, on va donc permettre à Jonathan Ntungom de... Oui, là. Oui, on vous écoute, Jonathan Ntungom. Oui, en fait, j'étais en train de vous dire que le développement ne saurait se réduire à la seule croissance économique, car il comporte également des aspects sociopolitiques, culturels et psychologiques, et que si le développement axé exclusivement sur la croissance économique était justifié il y a de cela 30 ou 40 ans, il est unanimement admis qu'un tel développement n'a plus de sens 60 ans après les indépendances. Le développement n'apparaît pas simplement comme un processus économique, mais il a également des dimensions d'ordre social, politique, environnemental, culturel et juridique. Et traditionnellement, la justice est un principe moral de la vie sociale fondé sur la reconnaissance et le respect du droit des autres, qui peut être le droit naturel, notamment l'équité, ou le droit positif, la loi. Mais selon Aristote, on appelle juste en premier sens tout ce qui contribue à produire ou à entretenir pour une communauté politique le bonheur aussi bien dans sa totalité que dans les détails. De ce point de vue, la justice désigne à la fois la conformité de la rétribution avec le mérite, c'est la justice distributive, et le respect de ce qui est conforme au droit, c'est la justice commutative. Par ailleurs, la justice, c'est aussi la codification des règles et des lois. N'oublions pas que le mot justice provient du latin juste, qui signifie le droit, et que la sanction des violations des règles, et enfin avec l'accroissement des inégalités dans les sociétés, la notion de justice sociale a fait son apparition avec le souci de réduire les inégalités sociales et établir une certaine équité. Donc au regard de son importance, l'absence de justice ou l'injustice peut menacer la paix de la société d'un État, d'un pays ou de manière plus globale être un frein au développement. Alors 60 ans après les indépendances, toute évolution des mentalités doit aussi gagner les pays africains qui ne doivent pas prendre en compte ces pays-là uniquement les secteurs économiques pour assurer et mesurer leur développement. Ils doivent aussi miser sur les facteurs non économiques, en l'occurrence une justice effective et efficace qui serait opposant à tous et égale pour tous. L'enjeu pour nos États, notamment l'enjeu pour le Gabon, n'étant pas de mettre en place un système juridique ou judiciaire qui rend justice, mais de les améliorer et de les renforcer afin d'obtenir une justice effective et efficace dans le but de favoriser un développement durable et équitable. Voilà à peu près mon point de vue. Merci Jonathan Ntungom, merci pour votre contribution donc à cette émission. On espère vous retrouver prochainement sur notre plateau. Pascal Nkoulou, on s'achemine vers la fin de l'émission. Jonathan Ntungom parlait donc là à l'instant. On ne devrait pas lire, ce sera votre conclusion, l'importance ou l'apport de la justice dans le développement à l'aune de la croissance économique seulement. Bon, je crois quand même que les deux sont liés. Vous savez, aujourd'hui, quel que soit, je l'ai dit, le domaine dans lequel vous vous impliquez, vous avez besoin d'être couvert par le droit. Le droit sécurise, le droit libère la dynamique citoyenne ou le dynamisme du citoyen. Donc, vous ne pouvez pas être un pays à haute performance économique lorsque les droits sur les affaires, les droits sur les investissements, que toutes ces lois-là ne sont pas respectées. Comment pensez-vous qu'un homme d'affaires puisse se sentir en sécurité en venant mettre de l'argent dans un environnement où il n'a absolument aucune garantie, soit de procéder à des procédures judiciaires lorsque ses droits sont violés? Il ne peut pas, ce n'est pas possible. Comment voulez-vous que les citoyens trouvent une offre d'emploi attractive lorsqu'il n'y a pas une norme qui sécurise le cadre du travail? Donc je crois qu'en amont,
l'élément fondamental même d'une société moderne, libre et démocratique, c'est d'abord et avant tout le droit. Et je voudrais pour notre pays dire que l'engagement du président Ali Bongo Ondimba de faire du Gabon un pays émergent, c'est également l'engagement qui est en rapport avec toutes les innovations qu'il a portées dans le cadre des nouvelles réglementations pour sécuriser davantage les investissements, mais également aussi mettre des mesures de prudence pour préserver ce qui est aujourd'hui devenu comme un phénomène gabonais particulier, les détournements publics qui sont à la base de la situation de pauvreté accrue qui augmente dans notre pays. Pascal Nkoulou, merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes donc président du Bloc démocratique populaire, une formation politique qui se situe au centre dans l'échiquier politique national. Merci d'avoir regardé Ligne de Mire. On se retrouve la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu.